Au Moyen Âge, les maisons n'étaient pas de simples abris, mais un investissement dans l'avenir et la matérialisation d'expériences de vie. Les constructions populaires et nobles naissaient à une époque où les familles naissaient et mouraient au sein de plusieurs générations sous un même toit. Parfois, il nous semble à nous, gens modernes, que le Moyen Âge était une période de sombres chaumières aux murs moisis et aux rats dans les coins. Pourtant, de nombreuses constructions ont survécu des siècles et forment aujourd'hui une partie de notre patrimoine culturel. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment il est possible que certaines constructions se soient conservées depuis l'époque des croisés jusqu'au XXIe siècle. Les constructeurs médiévaux travaillaient avec les matériaux qu'ils avaient à disposition et en même temps devant faire face à des limitations. Il n'y avait souvent pas de routes appropriées dans les environs pour l'importation de pierres, les moyens de liaison métalliques étaient rares et ils n'avaient aucune idée des calculs théoriques de statique. Ils ont néanmoins réussi à équilibrer admirablement praticité, résistance et beauté. La société médiévale était un mécanisme complexe de traditions locales, de conditions climatiques et de matières premières disponibles. Les habitants de l'Europe du Nord faisaient face à un climat humide et froid, tandis qu'en Méditerranée, ils luttaient contre la chaleur et la sécheresse. Les matériaux étaient donc choisis pour convenir à l'environnement spécifique. En Scandinavie, dominait le bois, en Bretagne la pierre, et en Angleterre les mélanges d'argile et d'osier. Certaines pratiques se répandaient dans le cadre des routes commerciales et des pèlerinages. Les pèlerins revenaient avec la connaissance de nouvelles techniques et habiletés. L'arrière-plan social et économique, tant à la campagne que dans les villes en croissance, jouait un grand rôle dans le développement des méthodes de construction. À la campagne, les familles construisaient en auto-assistance, tandis qu'en ville naissaient des ateliers spécialisés avec des maîtres experts. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les différentes régions s'inspiraient mutuellement et comment se mélangèrent les traditions, quand un charpentier d'un village épousait la fille d'un tailleur de pierre du domaine voisin. Il est important de réaliser que les gens du Moyen Âge percevaient leur maison comme une partie organique du paysage. Ils exploitaient les champs adjacents, élevaient des animaux dans des étables directement reliées à la maison et utilisaient les déchets comme fumier. Les maisons ne servaient pas seulement à l'habitation. Certaines parties fonctionnaient comme ateliers, entrepôts ou lieux où l'on célébrait les fêtes. La résistance de la construction devait donc correspondre à de nombreuses fonctions et s'adapter aux changements saisonniers. Dans les chroniques de construction, nous lisons que les propriétaires planifiaient leur demeure aussi selon la position du soleil et la direction du vent, pour obtenir de l'ombre en été et de la chaleur en hiver. Cette philosophie holistique, dans laquelle la maison devenait partie de l'écosystème, nous accompagne tout au long de notre voyage à la découverte des secrets de la longévité. Notre voyage nous mènera du traditionnel cléonnage d'argile et de paille aux ingénieux assemblages de bois, aux lourds murs de pierre et aux mortiers absorbants jusqu'aux règles des corporations, aux mesures anti-incendie ou au drainage ingénieux. Au cours de l'exposé, vous découvrirez pourquoi dans certaines régions naissaient des procédés de construction qui ne se sont jamais implantés ailleurs en Europe et comment ils évoluaient selon les conditions sociales et climatiques. Nous attend aussi un bref regard dans les coulisses des ateliers médiévaux où les maîtres charpentiers initiaient les apprentis aux secrets des assemblages traditionnels, et aussi une sonde dans les chroniques où l'on mentionne non seulement le matériau, mais aussi les exigences sur la blancheur des murs ou l'inclinaison du toit. Nous suivrons comment l'apparence des maisons changeait depuis de simples cabanes de bois avec un foyer qui couvait au milieu jusqu'aux demeures, qui avaient des cuisines séparées, des toilettes et des chambres confortables. Dès le haut Moyen Âge, les gens réalisaient que la maison était un investissement dans l'avenir. Toute modification se faisait donc en tenant compte des générations de descendants. Le symbolisme culturel était important. Les toits se coloraient et se décoraient de motifs d'armoiries familiales. Les murs se sculptaient d'ornements traditionnels et d'inscriptions. Certains villages fondaient même des fonds communs
pour la rénovation des toits ou la réparation des murs de pierre. Ces traditions montrent que les constructeurs et habitants ne percevaient pas les maisons seulement comme une propriété, mais comme un engagement social. Comme vous l'apprendrez dans les chapitres suivants, la durabilité et la longévité étaient pour eux des valeurs fondamentales. À la fin de ce voyage, nous réfléchirons à ce que les maisons anciennes signifient pour nous, aujourd'hui. Pouvons-nous y trouver de l'inspiration pour la construction écologique? Et quelles pratiques des maîtres médiévaux devrions-nous redécouvrir si nous voulons construire des maisons avec un impact minimal sur l'environnement? Dans un instant, nous révélerons la première des 12 façons dont les constructeurs médiévaux ont réussi à faire que leurs maisons résistent au temps. Le premier héros surprenant de notre histoire est ce qu'on appelle le clayonnage, ou le remplissage d'osier et d'argile. Quand on dit construction médiévale, beaucoup de gens imaginent de la pierre massive. En réalité, cependant, les constructions légères en bois avec remplissage d'osier étaient beaucoup plus répandues, surtout dans les régions avec un bon accès à l'eau et aux prairies humides. Les bâtiments connus de la campagne anglaise, sous le nom de wattle and daub, combinaient un réseau d'osier tressé de branches de noisetier ou de fines branches, wattle, et un mélange d'argile, de sable, de fumier de vache et de paille, daub. Ce mélange s'appliquait sur l'armature d'osier, et après séchage créait une couche solide mais flexible. Les archéologues attestent que cette technique était utilisée dès le néolithique, et les constructeurs médiévaux l'ont développée à un haut niveau technique. Selon des études modernes, un tel matériau fournit une excellente isolation thermique et est néanmoins suffisamment respirant. Un rôle substantiel dans la longévité des murs à colombage était joué par leur flexibilité et leur entretien. L'armature d'osier n'était pas fixée solidement aux forteresses massives, mais pouvait se mouvoir légèrement. Quand la maison travaillait avec les changements d'humidité ou de température, il ne se produisait pas de fissures dans la construction porteuse. L'enduit d'argile avait, grâce au mélange de fibres organiques, l'agréable capacité d'absorber l'humidité et puis de la libérer progressivement. C'est pourquoi, dans ces maisons, ne se formait pas de moisissures et les murs respiraient. Un autre secret était le traitement de surface. Les constructeurs utilisaient de riches badigeons de chaux, appelés lait de chaux, qui remplissèrent les fissures et protégeaient le colombage contre la pluie et les rayons solaires. Selon certaines chroniques, l'enduit était blanchi annuellement pour qu'il reste lisse et résistant. La recherche moderne confirme que justement le badigeon de chaux agissait aussi comme biocide naturel et supprimait la croissance de champignons et d'algues. Même le mélange lui-même et la façon de tresser différèrent dans les régions individuelles. Dans les îles britanniques, on utilisait principalement des brins de noisetier, qui étaient flexibles et se pliaient facilement. En France, plutôt des branches de saule et de peuplier. L'écorce du brun était parfois laissée avant usage pour qu'elle retienne mieux l'argile. Dans certaines régions, le daube était enrichi de craie finement broyée ou de calcaire, ce qui augmentait la solidité et la blancheur. Dans les terres slaves, on ajoutait au mélange de la fibre de chanvre, qui suppléait le manque de paille. Le processus d'application n'était pas hasardeux. D'abord, on appliquait une fine couche, qui pénétrait entre l'osier, puis on ajoutait d'autres, et on lissait à la main. Chaque couche devait sécher, pour qu'elle ne s'affaisse pas. L'avantage fondamental du colombage était sa réparabilité. Quand une partie du mur pourrissait, ou qu'une fissure apparaissait, les habitants pouvaient retirer le panneau d'osier et le remplacer par un nouveau. Cette disposition modulaire était connue aussi dans les pays nordiques. Par exemple, les fermiers en Norvège utilisaient des remplissages semblables chez leurs greniers. Le wattle and daub n'était cependant pas seulement pour les pauvres. Dans de nombreuses villes, les murs à colombage se combinaient avec des éléments de pierre ou de briques, créant ainsi des maisons aux façades décorées. Aussi les casernes médiévales et bâtiments agricoles utilisaient ce système, car ils se construisaient rapidement et isolaient bien. L'adaptabilité témoigne aussi du fait que les murs pouvaient se démonter et se transporter. Une adaptabilité que nous cherchons aujourd'hui dans les maisons modulaires. Des documents historiques.
Nous savons que beaucoup de maisons originales à colombage avec remplissage d'osier sont encore debout aujourd'hui. Certaines d'entre elles, en Bretagne, ont jusqu'à 700 ans. Il y avait un entretien régulier. Les panneaux d'osier se remplaçaient et l'enduit se renouvelait. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ceux qui vivaient dans de telles maisons s'occupèrent de leurs murs et comment la maison pouvait s'adapter aux besoins de vie changeants. Dans un instant, nous révélerons comment, avec les murs à colombage, sont liées d'autres innovations de construction, et cela le squelette de bois et ses assemblages uniques. Pour la longévité des maisons, il est crucial que l'ossature soit stable et en même temps flexible. À la période du Haut et du Plein Moyen Âge, les charpentiers ont appris à créer des cadres porteurs de poutres massives, qu'ils assemblaient sans clous métalliques. Les experts parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle l'assemblage de charpentier, un entrelacement de poutres, où chaque pièce de bois s'emboîte exactement. Cela y a permis de construire des maisons à étages qui résistaient au vent et au mouvement constant du bois. Le développement de ces assemblages se déroulait dans différentes régions, l'expérience jouant un grand rôle. En Angleterre, en France et dans les terres allemandes se répandirent les assemblages de type tenon et mortaise, mortise and tenon, enchâssés dans un socle de pierre ou de briques. Les poteaux restaient secs, car ils n'étaient pas en contact avec le support humide. Les premiers squelettes de bois sophistiqués apparaissent dès le haut Moyen Âge, des constructions conservées, comme les temples de Winchester ou l'abbaye de Westminster. Nous savons que les charpentiers vers l'an 800 à 900 construisaient des constructions avec des murs cadres libres qui pouvaient se tenir sur une dalle de grès. Ces cadres de bois se composaient de colonnes massives, de poutres horizontales et d'étais obliques qui transmettaient la charge vers la terre. Il était important que toutes les pièces se déplacent ensemble, et justement, cela permettait les assemblages complexes. L'art des assemblages de charpentiers se transmettait dans les familles et les corporations. Il existait des plans d'apprentissage spéciaux, où les jeunes hommes apprenaient à fabriquer des tenons, des mortaises, des chevilles et des queues d'aronde. Outre la stabilité mécanique, les aspects esthétiques jouaient un rôle important. Les poutres de bois étaient souvent sculptées, ornementalement et peintes, pour représenter la richesse du propriétaire. Les constructeurs utilisaient aussi ce qu'on appelle les encorbellements, des étages en surplomb, qui agrandissaient l'espace habitable à l'étage supérieur et en même temps protégeaient les murs inférieurs contre la pluie. De tels surplombs sortaient de solides charpentes de bois et exigeaient un équilibrage statique parfait. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi ces éléments architecturaux sont devenus bénéfiques pour les habitants des villes médiévales et comment ils se complétaient mutuellement avec les matériaux dont on construisait. Dans un instant, nous nous transporterons dans les forêts et découvrirons quel type de bois était idéal pour les constructions. Outre l'art de la charpenterie lui-même, ce qui décidait de la solidité du cadre était aussi le bois utilisé. Les artisans donnèrent de la préférence au bois de cœur de chêne, qui est naturellement résistant aux champignons et aux insectes xylophages. Les poutres de chêne survivent à des dizaines de générations, si elles se maintiennent sèches. Selon les historiens, le chêne était si recherché que dans de nombreuses régions s'établirent des règlements stricts pour la gestion des forêts. Se fondèrent des forêts royales et des forêts municipales, où l'on n'exploitait que ce qu'on pouvait remplacer. Cette forme de sylviculture durable assurait un approvisionnement constant en matériaux de construction et soutenait la biodiversité. Outre le choix du bois, la bonne transformation comptait aussi. Les charpentiers utilisaient ce qu'on appelle le bois frais, green oak, qui après la coupe contenait encore beaucoup d'eau. Les assemblages se fabriquaient de façon que lors du séchage, le bois se rétracte et l'assemblage se resserre solidement. Grâce à cela, les constructions au cours des années devenaient encore plus stables. Dans certaines régions, se pratiquait aussi l'ébranchage et le taillis. L'arbre était régulièrement coupé à une certaine hauteur pour qu'il émette de nouvelles pousses droites, appropriées à la fabrication de brins, de lattes et de petites poutres.
Celles-ci servaient ensuite comme remplissage de murs ou comme élément de support dans la construction de toits. Le bon travail du bois incluait aussi l'imprégnation et la protection contre l'humidité. Dans les manuels artisanaux, nous trouvons des mentions de goudronnage des extrémités de colonnes ou de leur encastrement dans des patins de pierre, pour qu'elles ne soient pas en contact avec le sol mouillé. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles astuces les constructeurs médiévaux utilisaient pour que le bois dure le plus longtemps possible, et pourquoi certaines vieilles poutres se recyclèrent souvent à partir de constructions abandonnées. Dans un instant, nous regarderons combien étaient importantes les fondations elles-mêmes et la localité sur laquelle la construction a grandi. Les charpentiers médiévaux savaient que chaque type de bois a des propriétés différentes. Le chêne était le roi pour l'ossature des constructions, mais pour les éléments plus petits, on utilisait aussi le bois de sapin, de pin ou d'épicéa, qui était plus léger et plus flexible. Le châtaignier et le mélèze s'utilisaient dans certaines régions pour leurs propriétés résistantes contre la pourriture. Quand manquait un matériau de qualité, les charpentiers recouraient au brin de frêne ou d'orme. Chez les constructions plus anciennes, nous trouvons aussi du bois recyclé de bateaux, de ponts ou de maisons démolies. Aucun morceau de bois n'était gaspillé. Le moment de l'abattage était aussi important. Le bois s'exploitait habituellement en hiver, quand l'arbre contenait moins de sève, ce qui réduisait le risque de fendillement et d'attaque par les champignons. Les poutres se laissaient sécher à l'ombre pour qu'elles ne se déforment pas. Les charpentiers surveillaient l'orientation des cernes annuelles et plaçaient le côté extérieur du tronc vers l'extérieur pour que la poutre soit plus stable. Ces détails se transmettaient souvent oralement, mais certains conseils furent écrits par les chroniques monastiques. De celles-ci, nous apprenons le jour sacré d'abattage, où l'on peut abattre le bois seulement lors de la lune décroissante, pour qu'il soit plus solide. On écrivait aussi sur la malédiction du bois humide, qui, dit-on, attirait le malheur sur le propriétaire. Même ces règles folkloriques avaient pour une base physique réelle et contribuaient à la résistance des constructions. Des fondations stables étaient aussi importantes pour la maison médiévale qu'un bon toit. Bien que les gens n'aient pas eu à disposition le béton moderne, ils trouvèrent des façons d'utiliser les matériaux naturels et le terrain. Dans les régions où la pierre était disponible, ils construisaient des socles de pierre, dans lesquels ils enchâssèrent le cadre de bois. La pierre protégeait le bois contre l'humidité ascensionnelle et résistait à la pourriture. Dans les régions sans pierre, les socles étaient de briques ou de galets consolidés, qui fonctionnèrent de façon similaire. Le choix du bon endroit jouait aussi un grand rôle. Les maisons se plaçaient souvent sur des élévations, ou sur une pente de façon que l'eau de pluie puisse s'écouler rapidement. Là où le terrain ne remplissait pas cette exigence, se creusaient des canaux de drainage. En Écosse, et dans les régions nordiques, s'utilisaient les maisons noires, black house, des constructions de pierre avec un double mur de pierre sèche, rempli de tourbe et de matériaux organiques. Selon des études archéologiques, ces murs avaient une épaisseur d'environ 1 mètre et leur toit d'herbe trempée tenait sur des murs secs. Un système de drainage ingénieux et une légère pente du sol vers la porte évacuaient l'eau et les eaux usées dehors, tandis que le bétail se tenait habituellement dans la partie arrière de la maison, où étaient les tables. Si le terrain ne penchait pas, le sol se creusait plus bas que la terre environnante et des fossés périphériques de briques évacuaient l'eau. Dans les villages s'utilisaient aussi ce qu'on appelle les staddle stones, des socles de pierre en forme de champignons, sur lesquels se tenaient les greniers et entrepôts. Ces pierres élevaient la construction au-dessus du sol, pour la protéger contre l'humidité et surtout contre les rongeurs. Même si les staddle stones s'utilisaient surtout pour les objets agricoles, le principe d'élévation de la construction s'avéra aussi chez les maisons, dans les zones inondables. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment nos ancêtres pensaient l'eau et comment ils aménageaient ingénieusement le terrain pour que la maison ne se noie pas même lors d'un gros orage. Dans un instant, nous passerons à un autre matériau, à l'argile mélangée à la paille, et découvrirons que même les maisons sans une seule poutre peuvent durer des siècles. Une autre méthode traditionnelle de construction, qui différait de région en région,
est ce qu'on appelle le cob, torchis, ou construction d'argile. Contrairement au clayonnage, ici le mur se formait directement du mélange d'argile, de sable, d'eau et de paille, sans cadre de bois solide. Des documents d'archives, il ressort que ces techniques étaient répandues surtout dans le sud-ouest de l'Angleterre, où la pierre était un bien de pénurie. Selon des sources historiques, le cob commença à s'utiliser dès le XIIIe siècle, et les plus anciennes maisons conservées se tiennent sur un patin de pierre et ont des murs d'une épaisseur de 50 à 90 cm. Le mélange se modelait à la main et s'appliquait en bandes, qu'on laissait sécher, avant d'ajouter une autre couche. La composition correcte du mélange était fondamentale. Les argiles devant contenir environ 5 à 6% d'argile, qui donnait la cohésion. Le reste formait le sable et le matériau organique assurant la flexibilité et l'isolation thermique. Les constructeurs devaient jouer avec les proportions d'eau et de paille. Un mélange trop humide s'affaisserait, trop sec se fissurerait. Après construction, les murs s'enduisaient de chaux, pour qu'ils soient protégés contre la pluie, de façon similaire aux constructions à colombage. Les écrits conservés décrivent que ces maisons étaient bon marché et rapides à construire, car le matériau était facilement disponible. Et ce qui est important, les murs d'argile bien construits fonctionnaient comme une batterie thermique. Pendant le jour, ils absorbaient la chaleur et la nuit la libéraient, ce qui créait un climat intérieur stable. Beaucoup de maisons d'argile ont vécu des siècles. Dans le comté de Devon, il y en aurait jusqu'à 20 000 debout. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les constructions d'argile s'entretenaient, comment les propriétaires réparèrent les fissures et pourquoi les constructeurs écologiques reviennent aujourd'hui à ce matériau. Dans un instant, nous révélerons un autre secret de durabilité. Un matériau que nous considérons aujourd'hui comme évident, mais qui était alors une révolution technique, le mortier de chaux. Pour la liaison de la pierre, des briques ou de l'argile, s'utilisaient au Moyen Âge différents types de liants. L'un des plus importants était la chaux. Le mortier de chaux avait des propriétés tout à fait différentes du ciment moderne. Il était souple et mou, de sorte qu'il pouvait absorber les micro-mouvements de la construction, par exemple dans le cas où la maison glisserait légèrement ou le bois travaillerait. Quand il se produisait de petites fissures, la chaux en combinaison avec l'eau de pluie libérait des minéraux, qui colmataient progressivement les fissures. Les archéologues parlent de propriétés auto-guérissantes de la chaux. Le carbonate de calcium libéré se précipitait à nouveau et remplissait les interstices. Le mortier de chaux était de plus respirant. Il permettait à l'humidité de passer librement dehors, grâce à quoi l'eau ne s'accumulait pas dans la construction. Au contraire, les mortiers de ciment modernes enfermaient de l'humidité dans la pierre ou la brique et accéléraient leur dégradation. Les textes historiques indiquent que la chaux était sacrificielle. Elle préférait se lessiver elle-même, progressivement, plutôt que l'humidité endommage le matériau porteur. En ce sens, le mortier fonctionnait comme un bouclier protecteur. De nombreuses cathédrales gothiques et maisons ordinaires se tenaient sur mortier de chaux, qui leur fournit flexibilité et les conserva des siècles entiers. Toutes les chaux n'étaient pas identiques. Au Moyen Âge s'utilisaient deux types de bases, ce qu'on appelle la chaux aérienne, qui durcit au contact de l'air, et la chaux hydraulique, qui contient des mélanges argileux et durcit même sous l'eau. La chaux hydraulique était particulièrement précieuse lors de la construction de ponts, de puits et de caves, où il y avait plus d'humidité. Elle s'obtenait du calcaire, avec des mélanges naturels d'argile, par exemple des régions autour de la rivière Medway dans le Kent. Déjà alors les constructeurs remarquaient que certains fours calcaires donnaient une chaux de meilleure qualité pour des usages spécifiques. Le traitement de la chaux était science et art. La chaux devait être éteinte. La cendre du four se versait d'eau, ce qui créait un mélange fortement alcalin d'hydroxyde de calcium. Ce mélange se laissait mûrir plusieurs mois, parfois une année entière, pour qu'il se stabilise. Les charpentiers et maçons ajoutaient à la chaux du sable en différentes proportions, parfois aussi de la brique broyée pour une meilleure granulométrie. Dans certains monastères, s'ajoutaient au mélange des blancs d'œufs
ou des composants sanguins, pour une meilleure flexibilité, ce qui du point de vue d'aujourd'hui peut sonner inhabituel. Ces ajouts avaient cependant un effet réel sur la résistance mécanique et sont enregistrés dans les manuscrits de moines. Dans certaines régions, par exemple dans le nord de l'Italie, s'utilisait aussi le gypse. Le mortier de plâtre durcissait plus vite et convenait pour les enduits intérieurs et la décoration de stuc. Les enduits de chaux et de plâtre créaient ainsi une protection en couche. La chaux fournissait la flexibilité, le plâtre une surface lisse. Cette stratification était particulièrement importante chez les maisons aux murs d'argile, où l'enduit remplissait le rôle de dernière ligne de défense. Dans les ateliers de construction, la chaux s'éteignait plusieurs mois à l'avance et se stockait dans des fosses, où elle mûrissait. S'y ajoutaient des mélanges. Sable, poudre de pierre, s'ajoutait aussi du poil animal pour une meilleure cohésion. Les enduits de chaux s'appliquaient sur les murs de bois et de pierre en plusieurs couches, et puis se badigeonnaient de lait de chaux. La couleur de ces badigeons signalait propreté et richesse. Par exemple, l'ordonnance londonienne du XIIIe siècle ordonnait que les maisons soient claires et blanches. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le mortier de chaux a aidé à franchir les inégalités et mouvements du sol. Dans un instant, nous passerons cependant à l'une des parties les plus visibles de la maison, le toit. Le toit protégeait la maison contre la pluie, la neige et le soleil. Au Moyen Âge s'utilisaient différentes couvertures de toit, qui différaient selon la disponibilité du matériau, la classe sociale et les règlements locaux. La plus répandue était la couverture de chaume, des bottes de paille, de roseaux ou d'herbe. Les chaumes se posaient sur les chevrons et se fixaient avec des pieux. Selon les guides pour la rénovation des toits de chaume, la pente est cruciale. L'inclinaison doit être d'au moins 45 degrés pour que l'eau s'évacue rapidement et la paille ne pourrisse pas. Sous les chaumes se posait une couche de hauskro, un mince support de gazon, qui fonctionnait comme isolation et protection contre le feu. Outre les chaumes, certaines régions utilisèrent les bardeaux, des planchettes de bois fendues de résineux de qualité. Le toit de bardeaux était plus léger que le toit de tuiles, et résistait même au vent fort. Cependant, il exigeait des badigeons réguliers de goudron ou d'huile. Dans les régions montagneuses, s'utilisaient des dalles de pierre d'ardoise, schiste, qui étaient lourdes, mais extrêmement résistantes au gel. Une autre variante était les mottes. Des mottes de terre herbeuse se posaient en deux couches et se fixaient à l'aide de pieux de bois. Ces toits à tourbe se trouvent encore aujourd'hui sur les fermes islandaises. Ils fournissent une excellente isolation et une fusion avec le paysage. La forme même du toit contribuait à sa résistance. La plupart des maisons médiévales avaient un toit à pignon, qui permettait un écoulement rapide de l'eau. Dans les régions à vent fort, s'utilisaient des toits en croupe ou demi-croupe, où les pignons sont partiellement couverts. En Allemagne et sur la péninsule pyrénéenne, apparaissaient aussi des toits mansardés ou brisés qui permettaient plus d'espace habitable. La forme du toit influençait aussi la construction de la charpente. Les simples chevrons étaient remplacés par des fermes de charpente que nous avons déjà mentionnées, et le toit pouvait avoir une plus grande portée sans colonnes intérieures. Le problème des toits de chaume était l'inflammabilité et la courte durée de vie. C'est pourquoi des villes comme Londres adoptaient des mesures anti-incendie. Dès l'an 1213, l'ordonnance londonienne interdisait d'utiliser des toits de chaume sur les nouvelles maisons. Elle devait les remplacer par des bardeaux ou des tuiles cuites. Cette mesure visait des toits plus sûrs et résistants. Les tuiles céramiques cuites, connues déjà de l'époque romaine, cessèrent de s'utiliser après la chute de l'Empire romain et se répandirent à nouveau seulement au XIIe siècle. D'abord, elles ornaient les monastères et palais royaux. Plus tard, elles se répandirent chez les bourgeois et contribuèrent à une réduction notable des incendies dans les villes densément construites. La production de tuiles cuites se déroulait à la main. L'argile se pétrissait, s'étalait et puis se coupait en rectangles. S'ajoutaient des trous ou crochets pour l'accrochage sur le latage. Les tuiles se séchaient et se cuisaient dans des fours. Cette production exigeante rendait les tuiles plus chères que les chaumes.
mais leur durée de vie était plusieurs fois plus longue. Les tuiles bien cuites duraient des siècles si elles s'entretenaient régulièrement. À cela s'ajoutaient les toits de plomb ou de cuivre pour les bâtiments importants, mais ceci était l'apanage de l'aristocratie. Dans cette vidéo, vous découvrirez combien différaient les toits des riches et des pauvres, et comment les règlements de protection contre les incendies influencèrent l'aspect des villes. Dans un instant, nous dévoilerons comment la vie changea à l'intérieur de la maison. Quand arrivèrent les cheminées, le feu était le cœur de la maison médiévale. Il servait à cuisiner, chauffer et éclairer, et en même temps représentait le plus grand risque de destruction. Au Haut Moyen Âge, le foyer se trouvait au milieu de la pièce. La fumée sortait par une ouverture dans le toit. Ce système était fonctionnel, mais l'inconvénient était que la fumée remplissait l'intérieur et salissait les murs. Vers le XIIe siècle, les nobles et riches bourgeois en Angleterre et en France commencèrent à expérimenter avec des âtres de pierre et des cheminées. Le conduit de cheminée dirigeait la fumée dehors et permit de construire des plafonds plus hauts et de plus petites chambres, qu'il était plus facile de chauffer. Les plus anciennes cheminées connues datent du Xe siècle. À la cour de Douai-la-Fontaine en France se conserve une salle carolingienne tardive, où la cheminée était intégrée dans le mur entre la salle principale et la cuisine. En Angleterre, parmi les premières apparut la cheminée du château de Conisbrugh, vers l'an 1185. Au début, il s'agissait d'une innovation coûteuse, accessible seulement aux châteaux et monastères. Progressivement cependant, elle se répandait dans les maisons bourgeoises et domaines ruraux. L'âtre devint le centre de la vie familiale, mais en même temps permit la naissance de pièces plus petites, séparées, withdrawing chambers, où les gens pouvaient manger et se reposer dans la chaleur et l'intimité. À l'époque d'avant, les cheminées existaient aux diverses formes transitoires. Certaines maisons avaient ce qu'on appelle des foyers protégés, quand au-dessus du foyer se plaçait une hotte de bois enduite d'argile qui dirigeait la fumée dans l'espace sous le toit et dehors par de plus petites ouvertures. Ailleurs s'utilisait le système smoke bay, une petite chambre dans le coin, où se retirait la fumée, pour qu'elle ne dérange pas les habitants. Ces improvisations indiquent qu'aux gens le confort était important et qu'ils cherchaient un moyen de réduire les risques sanitaires de l'intérieur enfumé. L'intoxication par la fumée était un problème réel. Les chroniques parlent de maladies des voies respiratoires et de faible vue chez les habitants âgés. Les corniches d'âtre et conduites de cheminée devinrent une œuvre d'art autonome. Les salles seigneuriales étaient équipées d'âtres monumentaux, avec des corniches de pierre et des reliefs, qui racontaient l'histoire familiale. Les autres villageois étaient plus modestes, souvent décorés de badigeons colorés ou de carreaux céramiques. Le développement des cheminées transforma aussi la construction des toits. Les charpentes devaient être interrompues, et autour de la cheminée s'installaient des plaques anti-incendie de pierre ou d'argile non cuite. Les cheminées de briques cuites devinrent le signe du domaine. Plus il y avait de cheminées, plus le statut social était élevé. Outre les cheminées elles-mêmes, les mesures anti-incendie étaient importantes. Les ordonnances municipales prescrivaient que les cuisines se tiennent séparées des parties habitables, pour qu'on évite la transmission d'incendies. Les propriétaires de maisons étaient obligés d'avoir de l'eau préparée pour l'extinction et les cheminées devaient se nettoyer régulièrement. Les badigeons de chaux sur les plafonds et murs aidaient à réduire l'inflammabilité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment changea le mode de vie, quand les gens n'eurent plus besoin de s'asseoir dans la fumée, et pourquoi cette innovation technique mena aussi à des changements sociaux. Dans un instant, nous passerons du feu à la masse massive, aux murs de pierre et systèmes de contrebutement. Même si dans de nombreuses régions prédominaient le bois et l'argile, là où était disponible de la pierre de qualité, naissèrent des constructions de pierre résistantes. Les châteaux et églises romans avaient des murs massifs d'une épaisseur de plusieurs mètres, de petites fenêtres et des plafonds voûtés. Cette massivité n'était pas seulement esthétique, elle fournissait protection contre les attaques et les intempéries. Les historiens soulignent que dans la phase précoce du gothique, les murs étaient encore très épais et les voûtes lourdes,
Ce n'est que plus tard qu'apparurent les voûtes sur croisées d'ogives et les arcs-boutants, qui permirent d'alléger les murs et d'agrandir les fenêtres. Les murs massifs retenaient la chaleur et fournissaient la stabilité. Chez les maisons d'habitation en ville, se combinait la pierre au rez-de-chaussée et le colombage plus léger aux étages. Un élément important était aussi les colonnes de contrefort et les liens transversaux dans les toits. Les chevrons de toit devaient résister à la poussée latérale qui autrement élargirait les murs sur les côtés. C'est pourquoi se développèrent ce qu'on appelle les fermes de bois, des systèmes triangulaires de poutres avec des renforts qui transmettèrent de la force vers le bas. Les charpentiers, à l'aide d'assemblages à tenons et mortaises et de queues d'aronde, créaient des fermes de charpente de toit entières qui tenaient le poids du toit et empêchaient la déformation. Sur les châteaux et maisons fortifiées, le poids de la maçonnerie avait aussi une signification défensive. Les murs d'une épaisseur de 2 à 3 mètres résistaient aux catapultes et projectiles explosifs, qui commencèrent à s'utiliser seulement au Moyen Âge tardif. Les portes d'entrée ont équipées de herses, de créneaux et de meurtrières, d'où les défenseurs pouvaient tirer des flèches. À l'intérieur apparaissaient des escaliers dans l'épaisseur du mur, grâce auxquels les attaquants n'arrivaient pas à l'intérieur. Les épais murs de pierre étaient souvent combinés avec des fossés secs ou des fossés d'eau, qui fonctionnaient comme barrières supplémentaires. Les constructeurs médiévaux n'oubliaient cependant pas non plus l'esthétique. Les cathédrales et maisons bourgeoises décorèrent des piliers de contreforts, qui non seulement s'occupaient de la statique, mais créaient aussi le rythme de la façade. Apparurent ce qu'on appelle les arcs-boutants, des arcs de pierre, qui transmettaient le poids de la voûte dans les piliers latéraux, et permirent d'ouvrir l'espace intérieur. Dans un contexte plus modeste, les contreforts étaient donc moins voyants. Mais le principe était le même, évacuer la force de la charpente vers la terre. L'épaisseur des murs différait. Certaines maisons gothiques avaient les bases de pierre massives et les étages supérieurs de colombage, ce qui réduisait la charge, mais conservait néanmoins l'accumulation thermique. Cette combinaison de matériaux devint populaire dans les villes, où se cherchait l'équilibre entre sécurité et confort. À l'extérieur apparaissaient souvent des éléments de contrefort sous forme de piliers et murs de contrefort. Dans l'architecture gothique, c'étaient les arcs de contrefort extérieurs. Chez les maisons rurales, cela pouvait être de simples piliers de contrefort contre la poussée de la charpente. Les constructeurs utilisaient aussi des rampes de terre et des remblais pour que les murs ne se fissurent pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment se mélanger esthétique et fonctionnalité dans les constructions massives, et pourquoi certaines maisons de pierre ont survécu des siècles entiers sans réparation notable. Dans un instant, nous regarderons ce qui se passait sous les pieds, donc sur les sols et aménagements intérieurs. Maintenir la maison sèche et propre exige un sol approprié. Au Moyen Âge, à la campagne, s'utilisait le plus souvent la terre battue. Un mélange d'argile, de cendres et d'eau se tassait de sorte qu'il créait une surface solide. Selon certaines descriptions, les sols à la fin du XVe siècle s'aménagèrent même avec de l'huile de lin, pour qu'ils durcissent et obtiennent une surface lisse, linoléumée. Un élément important était l'entretien régulier. Les ménages répandaient sur le sol des herbes fraîches parfumées et de la paille, qui absorbait l'humidité et l'odeur. Ces couvertures se changeaient régulièrement. Une autre variante était le sol de bois. Celui-ci fournissait une meilleure isolation et confort, mais exigeait un plus grand investissement. Chez les maisons urbaines, se combinait souvent le dallage de pierre ou de briques au rez-de-chaussée et les sols de bois aux étages supérieurs. Le dallage se fabriquait à la main, l'argile se coulait dans des moules et après séchage se cuisait. Selon certaines chroniques, dans la glaçure s'ajoutait du verre au plomb qui accentuait les couleurs et rendait les carreaux plus brillants. Ces carreaux céramiques avaient couvert des motifs à travers toute leur épaisseur, de sorte qu'ils ne s'usaient pas même par un long usage. Les sols avaient aussi une dimension hygiénique et sociale. Dans les mois plus froids s'étendaient sur le sol des nattes de roseaux, des peaux de mouton ou des fourrures,
qui protégèrent du froid et donnaient du confort. Lors de festivités se répandaient sur les sols des herbes parfumées comme la lavande, la menthe ou l'hysope, dont le parfum couvrait l'odeur des animaux domestiques et des gens. Ces herbes avaient aussi des effets répulsifs contre les insectes. Chez les maisons plus riches apparaissent les prédécesseurs des tapisseries tissées, qui se rangeaient en hiver et s'aéraient en été. Un chapitre intéressant est le chauffage des sols. Dans les monastères médiévaux et sur certains châteaux s'utilisaient les hypocaustes, repris de la tradition romaine, des espaces creux sous le sol où circulait l'air chaud du foyer. Ce système se maintint surtout en Europe du Sud. Dans les pays plus nordiques, ils étaient là plutôt l'exception. Néanmoins, il montre que les gens expérimentèrent avec le confort. Dans les maisons ordinaires, l'air chaud s'obtenait en plaçant l'âtre près du mur intérieur et sa chaleur réchauffait la pièce voisine. Ces constructions étaient primitives, mais efficaces, et contribuaient à la plus longue durée de vie des surfaces intérieures. Il est intéressant de voir comment les sols s'installaient. Il existe une description que quand dans la communauté se construisait un nouveau sol, on invitait les voisins, qui marchaient en cercle et de leurs pas tassèrent le matériau. Cet événement social soutenait la solidarité et en même temps économisait le travail. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels rituels accompagnèrent le soin du sol et pourquoi dans certaines maisons apparaissaient des tapis de roseaux ou de peaux de mouton. Dans un instant, nous quitterons l'intérieur de la maison et découvrirons comment nos ancêtres protégèrent leur demeure contre les inondations et catastrophes aquatiques. L'Europe médiévale se débattait avec un climat changeant et des inondations occasionnelles. Les rivières débordèrent de leurs rives et menaçaient les champs et les maisons. Dans de vieux documents, nous lisons sur la construction de digues de terre et de barrages qui devaient protéger la propriété. Par exemple, dans le Kent, se conserve encore un remarquable remblai de terre connu sous le nom de Botolph's Bridge, un arc de plusieurs mètres d'argile et de pierre qui protégeait les pâturages environnants contre la mer. Les digues protectrices étaient reconstruites communautairement et l'entretien était coûteux. Les monastères et cours seigneuriales dépensèrent parfois plus pour le drainage et l'entretien des digues que pour leur fonctionnement annuel. Outre les digues et barrages, se construisaient des chemins surélevés et des ponts pour que les maisons se trouvent au-dessus du niveau des inondations. De façon similaire aux Stadolstones élevant les granges, les maisons de bois se plaçaient sur des piliers de pierre. Dans les régions à faible niveau de nappe phréatique se creusaient des puits et fossés de drainage. À l'intérieur des demeures, les sols se nivelaient de façon que la pente mène l'eau vers la porte principale ou vers un caniveau de drainage. Dans les villes étaient importants aussi les canaux et égouts. Dans le Londres du XIIIe siècle, les règlements ordonnaient qu'aucune maison n'entrave l'écoulement naturel de l'eau. Les rues étaient surélevées et bordées de fossés. Les voisins se relayaient pour nettoyer les égouts, car les canaux envasés augmentaient le risque d'inondation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la responsabilité communautaire pour l'infrastructure hydraulique devint une partie courante de la vie et comment cela forma les villages et villes médiévaux. Dans un instant, nous passerons au côté culturel de la construction, les corporations et règlements qui assuraient de qualité et continuité. La construction médiévale n'était pas chaotique, mais fortement réglementée. Dès les XIe et XIIe siècles, naissaient des corporations regroupant les artisans. Ces organisations établissaient des standards de travail, qualité des matériaux, tarifs et contrôlaient l'accès au marché. Les membres s'engageaient à l'aide mutuelle et décidaient ensemble de l'attribution du titre de maître. Les apprentis, après des années de pratique, devenaient compagnons et après présentation d'un chef-d'œuvre pouvaient devenir maîtres. Ce système garantissait la transmission des connaissances, l'innovation et le contrôle de qualité. Les lois et ordonnances jouaient un rôle également important. Les ordonnances municipales interdisaient l'usage de matériaux inflammables, ordonnaient la distance entre maisons et définissaient la largeur des rues. À Londres, fut adoptée en l'an 1213 l'interdiction des toits de chaume.
Dans certaines villes s'établirent les obligations des propriétaires de maisons d'avoir préparé un tonneau d'eau. La société passait ainsi de la construction spontanée à l'urbanisme réfléchi. L'entretien des maisons était un souci quotidien. Les habitants renouvelaient régulièrement les badigeons de chaux, remplaçaient les bardeaux de bois, nettoyaient les cheminées et réparaient les fissures. Bien que cela puisse paraître exigeant, ces petites activités prolongeaient la durée de vie des constructions de dizaines d'années. Aujourd'hui, nous admirons les vieilles maisons à colombages ou les cathédrales de pierre et oublions souvent qu'elles cachent des siècles de petits entretiens. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels rituels et événements sociaux accompagnaient les réparations communes et pourquoi il était rentable d'investir dans la longévité. Dans un instant, nous nous rendrons à la conclusion et relierons toutes les connaissances en une réflexion sur notre rapport au passé. Les corporations avaient leur propre hiérarchie et règles. Les apprentis s'engageaient pour plusieurs années chez leur maître, chez qui ils logeaient et travaillaient. Celui-ci leur assurait nourriture et logement, mais attendait d'eux loyauté et travail dur. Quand l'apprenti devenait compagnon, il partait en ce qu'on appelle le Tour de France, un voyage par différentes villes, où il collectait des expériences chez d'autres maîtres. Cette pratique se trouve en Allemagne et en France, et soutenait l'échange d'idées et l'unification des standards. Les maîtres devaient ensuite créer un chef-d'œuvre, dont un produit de démonstration, par lequel ils prouvèrent leur capacité. Chez les charpentiers, cela pouvait être un modèle de charpente ou un assemblage compliqué. Chez les maçons, un fragment de voûte. Les façons de réguler la construction différaient. En Europe centrale existaient ce qu'on appelle les ordres de construction, qui définissaient précisément combien la maison devait être large, à quelle distance de la propriété du voisin, et de quels matériaux elle pouvait être fabriquée. Quelque part étaient interdits les surplombs. Ailleurs, ils étaient exigés. En Italie et en Espagne existaient des livres municipaux, où étaient enregistrées les dimensions des terrains et types de construction. La violation de l'ordre se punissait d'amende. Ces normes avaient une raison pratique et esthétique. Elles assuraient la sécurité incendie et l'aspect uniforme des rues. Il est intéressant que les femmes participaient aussi à la construction. Bien que la plupart d'entre elles ne puissent être membres de corporations, en pratique, elles travaillaient souvent comme aides de leur mari ou se spécialisaient dans la peinture décorative des façades et intérieurs. Dans certains monastères, les femmes abbesses dirigèrent des projets de construction complets, y compris le financement et la planification. Cela montre que les connaissances n'étaient pas exclusivement un domaine masculin. Les traités écrits et manuscrits, comme le livre tardif médiéval de l'architecte allemand Matthäus Roricher sur la géométrie des cathédrales médiévales, transmettaient les connaissances sur papier et nous permettent aujourd'hui de regarder dans l'esprit des maîtres d'alors. Maintenant que nous avons parcouru 12 procédés de construction et mesure qui ont permis aux maisons médiévales de survivre des siècles, il est temps de réfléchir à ce que nous pouvons en retenir. Les maisons historiques ne sont pas seulement des pièces de musée, mais des témoins vivants de la liaison de la nature, de l'esprit humain et du système social. Chaque technique avait sa raison. Les remplissages d'osier et murs de torchis respectaient les possibilités matérielles et conditions climatiques. Les squelettes de bois et murs de pierre utilisaient les matières premières locales et étaient adaptés aux besoins sociaux et défensifs. Les mortiers de chaux, tuiles céramiques et cheminées étaient des innovations technologiques qui se répandaient grâce aux corporations et règlements. L'architecture durable moderne revient en beaucoup aux procédés médiévaux. Les principes de murs respirants, matériaux renouvelables et constructions communautaires trouvent à nouveau leur place dans la discussion sur les maisons écologiques. Nous aussi aujourd'hui cherchons l'équilibre entre résistance et respect de la nature. Les expériences qu'ont enregistrées les chroniqueurs il y a 8 siècles et que confirment aujourd'hui les archéologues peuvent nous inspirer dans la recherche de réponses aux défis contemporains. Beaucoup des procédés que nous avons découverts ensemble se cachent aussi dans les technologies modernes. Par exemple,
Les chercheurs expérimentent avec des enduits de chaux intelligents qui savent réguler l'humidité à l'intérieur de façon similaire aux enduits médiévaux. Les architectes utilisent des panneaux massifs de bois CLT avec des assemblages préconçus qui partent des traditionnels tenons et mortaises. Le concept de maison passive, orientation selon le soleil, matériaux respirants et accumulation de chaleur, est l'équivalent moderne des principes anciens. Quand nous regardons donc les demeures médiévales, nous ne voyons pas seulement l'histoire, mais aussi l'avenir potentiel. La question de la construction communautaire est aussi intéressante. Les projets de cohabitat d'aujourd'hui, où les gens partagent jardins, ateliers et espaces communs, rappellent les communautés villageoises, qui se rassemblaient pour battre l'argile ou construire le toit. De même, la législation contemporaine va vers des régulations, qui suivent la sécurité, l'efficacité énergétique et l'esthétique, de façon similaire à ce que faisaient les ordres médiévaux. La compréhension du passé peut nous aider à mieux réaliser pourquoi certaines mesures sont sensées et d'autres non. Cette histoire nous a montré que la construction fait partie de la mémoire culturelle, de l'économie et du système social. Les maisons qui ont été construites avec amour et art nous transmettent un message sur l'ingéniosité, le soin et le respect de la nature. Si cette thématique vous a intéressé, n'hésitez pas à plonger plus profondément. Visitez les musées en plein air, soutenez les reconstructions de constructions historiques ou essayez le travail avec l'argile et le bois. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé. S'il vous a plu, mettez-lui s'il vous plaît un like, partagez-le avec des amis et n'oubliez pas que les vieilles maisons cachent en elles des histoires qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. À chaque regard sur une construction médiévale, nous pouvons réaliser que l'histoire n'est pas seulement des dates dans les manuels, mais aussi des compétences artisanales ancrées dans l'argile, le bois et la pierre. En conservant ces bâtiments et transmettant les connaissances aux générations futures, nous soutenons la continuité de l'esprit humain. Chaque détail, de la poutre soigneusement choisie jusqu'à l'enduit soigneusement appliqué, raconte l'histoire de gens qui croyaient en l'harmonie avec la nature et en la coopération avec les voisins. Je crois que l'inspiration du passé, nous pouvons la transformer en innovation du futur, si nous respectons les expériences de nos ancêtres et en même temps cherchons de nouvelles voies. Merci d'avoir entrepris ce voyage vers la connaissance avec moi.